maximum, concentre-toi là. Il n'y a rien de l'autre côté. De formation professionnelle. Non, je suis désolée, je ne peux pas caméra. Avec plaisir. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour chers panélistes. Aujourd'hui, on est présents ici, pour le panel Diversité des genres et économie créative de Business Case. Ce panel s'inscrit dans le cadre du festival Humana qui a commencé hier, qui se tient du 16 au 18 mars. Sous le thème activisme, féminisme et culture numérique. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les deux panels s'inscrivent dans la culture digitale. Premier panel sur la diversité des genres et l'importance de la représentation féminine dans l'économie créative, tous les domaines confondus. Et deuxième panel, c'est autour de la web 3.0, NFTs et blockchain. On va voir ce que ça va donner. Je vais un peu, avant de vous donner la parole, de vous présenter, brièvement, et après on passe aux questions. Ce panel est formel, donc plutôt une discussion, une non-conférence, face à la parole libre et non formelle. Place. Alors, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis Farhaoui et je suis la coordinatrice du festival et une des cofondatrices du réseau Femina. Femina, c'est un réseau pour les talents féminins dans les arts digitaux, principalement les musiques électroniques et les arts visuels. Et l'histoire a commencé avec la DJ Academy for Girls en 2017. Après, on a décidé de transférer et transmettre notre expérience au Maroc. Et on a aujourd'hui un chapitre actif au Maroc. Dans Souma aussi la mentor et voilà la lead. Petite introduction sur la promotion de l'égalité des genres, de la diversité. Notre constat, c'est que le talent ne dépend pas du genre. Donc, même si on est face à une économie créative dans tout domaine confondu, à une inégalité des genres, pourtant, les talents féminins existent. Donc, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, discuter des défis et peut-être réfléchir ensemble à des solutions, chacune de nous dans le secteur ou dans le domaine dans Internet. Bon, je vais faire un peu classique. Je vais passer la parole à Ismaël de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et on passe à la discussion. Bonjour, je suis Snehem Mahmal, je suis réalisatrice de métier et non productrice, je suis nouvellement productrice. Nouvellement productrice, mais je suis surtout réalisatrice. D'accord, c'est pas grave, j'accepte les deux, mais c'est juste que c'est tout nouveau la production. Et en fait, je suis l'initiatrice du projet Cinéma au féminin. Donc, Cinéma au féminin, on forme des femmes de milieux défavorisés au métier du cinéma. Et c'est un enseignement assez particulier parce que c'est directement sur le terrain. Donc, on a eu la session pilote qui a très bien marché. On a formé 12 femmes qui n'ont aucune connaissance du cinéma, aucun rapport avec le cinéma. Et donc voilà, elles ont investi la pré-production,
production, post-production d'un film, long métrage. Et puis tout de suite après, on a fait le suivi pour qu'elle soit recrutée auprès de collègues dans le cinéma. Voilà, et on est en attente, j'espère, très vite de la deuxième session. Voilà. Bonjour, je suis Soumaïa Mariti, je suis DJ, productrice de musique et je suis cofondatrice du label Volubian Records. Comme l'a dit Olfa, je fais aussi beaucoup de formations et j'ai travaillé sur le chapitre marocain du réseau féminin. Et je pense que c'est un peu ça. Bonjour, Hélène Sapalalo. Alors moi je travaille pour le Festival Africolor à Paris qui est un festival de création autour des musiques africaines, océans et Caraïbes. En parallèle de ça, je suis étudiante en master administration et gestion de la musique à la Sorbonne et j'écris un mémoire sur la représentation des femmes artistes d'Afrique subsaharienne en France uniquement, et uniquement en Afrique subsaharienne, même si les histoires se regroupent un peu aussi avec l'Afrique du Nord. Et donc voilà, au Festival Africolor, je ne fais pas vraiment partie de l'organisation du festival en lui-même. Je m'occupe de l'action internationale. L'action internationale, ça consiste à monter des projets en Afrique ou en France, en lien avec des partenaires locaux ou issus de la diaspora, pour faire des projets musicaux. Et on a plusieurs qui sont tournés à destination des femmes, de la formation et de la place qu'elles ont dans l'industrie de la musique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ginette Martini et je représente Historia, dont je suis la cofondatrice et la directrice marketing. Donc Historia est une start-up qui développe une application mobile où votre smartphone ou votre tablette deviennent des machines à remonter le temps, vous permettant de faire un voyage immersif à travers différents sites archéologiques, culturels et patrimoniaux de par le monde, grâce à des montages technologiques tels que la réalité mixte et l'intelligence artificielle. Voilà. Merci. Donc moi c'est Claire. Donc je coordonne Minassa, qui est l'incubateur culturel et créatif tunisien basé en plein cœur de la Médina de Tunis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter. Et en fait on soutient des entrepreneurs, mais aussi des chercheuses d'emploi, puisqu'on a des formations aussi pour leur permettre en fait de monter en compétences sur le volet digital. Et donc je le fais dans le cadre d'une ONG qui s'appelle INCO, qui œuvre en fait pour une économie qui soit plus durable et inclusive. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, des différents programmes. Super, merci Claire. Et merci à Minassa aussi de participer à notre expo. Avec plaisir. Vous découvrez la galerie de l'IFT. Je crois que la première question est claire et elle s'impose elle-même. Quels sont en fait les défis, peut-être aussi partir d'un vécu personnel pour après venir à tout ce qu'on fait, à notre engagement, à cette lutte qu'on mène pour que les femmes soient visibles, présentes sur toutes les scènes. Je crois que si ça part d'un vécu personnel, et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé aussi dans cette lutte féministe. N'hésitez pas. Ouais, Du coup, je vais prendre la parole parce que moi, je suis un peu dans le terrain, sur la scène. Et parlant de ce sujet-là, la remarque que j'ai le plus souvent, c'est que des personnes viennent me dire c'est la première fois que l'on voit une femme faire de la musique sur scène. Donc déjà ça, pour moi, ça me choque parce que personnellement, j'ai vu quelques femmes DJ en live réellement, mais par contre, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et que je me retrouve en 2023 ou 2022, que quelqu'un vient me dire c'est la première fois de ma vie que je vois une femme artiste sur scène. Je me dis encore heureux, finalement, vous avez vu cette personne-là parce que vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Et le fait que les femmes en fait ne sont pas représentées dans la scène
ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas actifs ou qu'ils ne sont pas talentueuses, mais ça veut aussi dire que ça montre aussi une volonté publique des organisateurs et de tout un système, toute une industrie qui n'est pas très engagée dans le fait de rendre ces industries inclusives. Et je crois que... Historiquement, les femmes n'ont pas forcément occupé des postes de décision très vite, très tôt. Et malheureusement, c'est encore très courant que ce soit des hommes qui occupent ces postes. Et de manière générale, ils programment des hommes. parce que les réseaux sont faits comme ça, parce qu'on donne plus de visibilité aux hommes, parce qu'ils ont plus facilement accès aux formations et ensuite aux programmations sur les scènes. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Nous aussi, ça nous arrive en faisant des rendez-vous pour obtenir des financements pour des formations dans le monde du DJ pour les femmes. On nous dit « Ah, mais il y a des femmes DJ ?» À chaque fois, on se dit « Bah oui, ça existe. » Qu'en est-il du monde du cinéma Alors, bon, je vais partir de mon expérience personnelle et ça va être peut-être différent de la musique. C'est que moi, dans le cinéma, je n'ai jamais senti que être une femme était quelque chose de négatif, ou en tant que réalisatrice, que ça ne m'était pas ouvert ou quoi que ce soit. Et en Tunisie, sincèrement, je n'ai jamais ressenti ça. Parce que quand on est sur un plateau et on fait son travail, c'est les compétences qui prévalent sur le féminin. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, en tout cas, ce que je pense dans le cinéma, le problème du peu de femmes à tous les postes et surtout à la technique, parce qu'il y a des femmes techniciennes, mais c'est plutôt en tant que script, maquilleuse, coiffeuse, on en a besoin bien sûr, mais on ne les trouve pas du côté caméra ou réalisation, beaucoup moins, ou production. C'est parce que aussi, ce n'est pas seulement que ces postes-là ne sont pas ouverts pour elles, mais c'est aussi des postes qui demandent beaucoup, donc c'est aussi un choix de femmes, il ne faut pas l'oublier ça. C'est un facteur très important qu'on ne met pas en avant aujourd'hui. On reproche beaucoup de choses à la société patriarcale, mais il faut dire une chose, la société patriarcale existe avec la collaboration des femmes. Donc la victimisation c'est bien, mais ça ne fait pas évoluer. Là, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités et prennent des postes de décision, parce que c'est ça en fait le gros problème. C'est pas qu'il n'y a pas assez de femmes, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans des postes de décision pour changer les choses. Voilà. Si je peux juste dire un petit truc par rapport au choix que les femmes peuvent faire par rapport à leur travail, je vais donner un exemple qui est totalement dans un autre secteur d'activité, par exemple la médecine. On voit beaucoup de femmes médecins, c'est un métier qui demande beaucoup, des semaines de garde. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui font médecin, infirmières, etc. Et peut-être pas dans la technique ou dans des métiers qui sont plus ou moins masculins, comme on va dire, qui soi-disant peut-être demandent de la force, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. Ouais, oui. Là, c'est bon. Moi, j'allais réagir plutôt sur, en tant que du coup, incubateur et le fait d'accompagner des entrepreneurs, des femmes qui mènent leurs projets. Je pense que les blocages, ils sont aussi, déjà, les femmes accèdent moins au financement, par exemple, donc il y a quand même moins d'opportunités pour les femmes, parce que je pense que l'entrepreneuriat aussi, il y a une vision du leadership qui est encore imprégnée par le masculin. Et après, il y a autre chose, il y a le fait qu'il y a tout un environnement en fait, qui peut être bloquant. C'est-à-dire que on sait très bien que la charge du foyer, souvent la charge familiale, elle peut être, on va dire, à la charge de la femme. Et donc, je pense qu'il y a aussi ces freins-là, cette charge mentale des fois qui peut freiner donc en fait le fait de mener à bien des projets. Et nous on le voit, d'ailleurs sur cette scène-là, on avait discuté avec
avec d'autres entrepreneurs et certaines se disaient qu'elle s'était posé la même question, elle avait posé la même question à son frère, qui lui aussi était entrepreneur, et elle lui avait dit est-ce que toi ça t'arrive de vouloir abandonner ton projet parce qu'il y a les enfants, parce que lui a dit mais jamais je me suis posé cette question quoi. Alors qu'elle s'était quand même posé cette question. Donc je pense qu'il y a ce frein-là, et donc c'est pour ça qu'il faut accompagner aussi l'environnement autour. Il ne s'agit pas seulement de former les femmes, il ne s'agit pas de donner tous ces outils-là, mais il y a aussi des choses à faire pour leur permettre de faciliter leur vie et le fait de mener à bien leur projet. Ouais, en fait, c'est cette histoire d'inégalité, il y a plusieurs facteurs dans les stéréotypes, dont on pense qu'il y a des métiers qui sont faits pour les femmes, il y a des métiers qui sont faits par les hommes, et aussi, comme tu disais, Hélène, le manque et toi aussi d'ailleurs, le manque de femmes dans les postes de responsabilité et de décision. Et on garde toujours ce qu'on appelle le All Boys Club. Et on pense toujours, quand on programme ou quand on pense à une opportunité de carrière, naturellement, chez les hommes, ils vont tout de suite penser à un homologue homme. Je ne sais pas si j'ai dans le monde de la tech, comment ça se passe un peu dans ce secteur. Alors oui, je vais prendre mon téléphone parce que... Ah, il peut... C'est très très... Alors, d'accord, donc, on parle aujourd'hui Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Mais est-ce qu'il vous arrive de penser à une femme qui a créé... Je te dirais, en fait, il y a une femme, je ne sais pas si vous avez... Là, j'ai oublié, mais... L'arnaqueuse. Mais on pense toujours à c'est tellement stéréotypé. Oui, exactement. En fait, avant de venir ici, je me suis dit, bon bah, les coups, alors, je vais pas essayer de dire un truc. C'est un métier, ça se défend. Et donc, sur Google, hein, tout simplement, j'ai essayé de voir un peu les statistiques. Et j'ai mis le rôle de la femme dans la tech, tu vois, comme ça, des mots-clés. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Les femmes peuvent apporter de la valeur aux postes technologiques en améliorant les capacités de communication et en améliorant le moral des équipes. Donc c'est déjà pas mal du tout. Hein, Merci de ChatGPT. Ah, non, j'ai pas utilisé... Non, mais je veux dire, je rejoins un petit peu ce que venaient de dire les autres. En fait, on est très peu encline au risque. Il y a une aversion au risque un peu... En fait, on est conditionné culturellement à ne pas prendre le risque, à ne pas s'aventurer. Le misma ferit, le clou dans En fait, il faut travailler pour avoir des enfants, pour fonder une famille. C'est vraiment enfin, le schéma, il est très clair dans la tête d'une femme. Alors, dès qu'on va s'aventurer dans le domaine entrepreneurial, c'est bien, ça sonne bien, ça fait élégant, ça fait sexy par moment. Par contre, par exemple, on est 2 cofondatrices. La majorité de l'équipe sont des femmes. Quand il y a assemblée générale, et là il y a des hommes, c'est eux qui font la loi. Mais c'est inconscient, hein. C'est pour eux, on ne connaît pas trop ce qui se passe sur le terrain. Et au final, on se retrouve toujours en position de... c'est pas qu'on a raison ou tort. Hein. Généralement, on a raison. Parce qu'on a ces sensibilités, cette observation qu'ils n'ont pas. Mais ils ne vont pas l'admettre. Ils ne vont pas se dire que oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas possible. Donc c'est toujours difficile parce qu'on pense que les femmes ne peuvent pas faire. Parce qu'elles n'ont pas assez de courage, elles ne sont pas assez audacieuses. Sauf que c'est pas vrai au final. Hein. On a fini par pitcher, par lever des fonds, par imposer notre loi éventuellement. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est culturel au final. Il faut vraiment faire face et dire les choses en face. Absolument, c'est culturel, mais je crois que ça commence dès le jeune âge dans l'éducation. C'est comme ça aussi qu'on développe ces billets de genre. Alors les filles ne doivent pas rester à la maison, forcément
à l'âge adulte, elles n'investissent pas l'espace public comme les hommes. Mais Eden, toi, ta thèse sur la représentation des femmes dans la musique cognitive et subsaharienne, mais je crois qu'on partage aussi le même constat. Moi, je pense que c'est pas culturel ce schéma, je pense que c'est structurel. Ça va au-delà de la culture qu'on a dès la naissance et le schéma qui nous est imposé dans nos foyers ou dans l'école et tout ça. C'est qu'ensuite, même en grandissant, même si on est une femme qui s'émancipe, par exemple, je pense que aujourd'hui en France, par exemple, une femme, elle a accès aux mêmes écoles que les hommes, aux mêmes postes que les hommes, à tous les niveaux. Mais en fait, on se rend compte qu'elles sont quand même plus représentées à un certain stade, et je pense que c'est vraiment parce que structurellement parlant, comme on a construit nos sociétés sur un monde patriarcal et capitaliste, aujourd'hui, il manque les femmes. Ça prend du temps pour que les femmes aient accès aux mêmes choses que les hommes. Et donc pour moi, ouais, c'est culturel, certes, et structurel aussi. C'est très important de ne pas l'oublier. Et du coup, dans mon mémoire sur la représentation des femmes dans la musique en France, et plus précisément celle d'Afrique subsaharienne, le constat est que déjà des femmes sur scène, il n'y en a pas beaucoup. C'est que dans le spectacle vivant, j'ai oublié de préciser, mais déjà des femmes de façon générale, il n'y en a pas beaucoup. De la musique africaine, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et quand on rentre dans la spécificité des femmes d'Afrique sur scène en France, il y en a encore moins. Et en fait, ça montre plusieurs choses. Bon, déjà, la musique africaine, en France, on catégorise toutes les musiques autres que la musique occidentale dans la catégorie musique du monde. Donc en fait, tout est mélangé. Donc ça donne un espèce de gros amalgame et une vision pas du tout claire de ce qui se passe. Alors pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de femmes sur scène parce que d'Afrique subsaharienne sur scène parce qu'elles n'existent pas et qu'elles ne font pas de musique? Sauf que non, tout le monde fait de la musique partout dans le monde. Et les femmes font de la musique, c'est juste pareil, encore une structure qui fait que c'est compliqué de les trouver ensuite sur scène. On les trouve dans des endroits spécifiques, sur des scènes spécialisées notamment, les festivals de musique du monde, les salles dont la programmation, le programmateur montre un intérêt, parce qu'il y a quand même dans le monde de la programmation des gens qui ont de l'intérêt pour une curiosité qui devrait être basale et pour tout le monde, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc, là où les gens ils ont un peu de curiosité, où ils ont un peu voyagé, où ils ont un peu des partenaires ailleurs, ils s'intéressent, mais dans les scènes, les grosses scènes, on va dire, d'envergure internationale et avec une jauge très grande, là on constate vraiment une absence totale des femmes. Voilà. Ouais, ce que je voulais dire, les rôles auxquels elles sont associées dans le chant, Oui, le voilà. backstage, la programmation, l'administration, le booking. Les femmes, elles sont beaucoup à la mine, parce que c'est un métier de femme de faire du calcul et de faire en sorte que les tournées se passent bien et d'être derrière un ordinateur comme on a toujours été des secrétaires. Donc voilà, et encore comptable, ça dépend. Hein. Des fois, c'est des hommes parce que quand même. Donc voilà, les femmes sont chanteuses, souvent, sur scène. Et après, il y a vraiment une grande marge entre les instrumentistes et les chanteuses. Il y a beaucoup de chanteuses et très peu d'instrumentistes. Je pense que ça s'explique ça aussi structurellement, parce qu'un instrument, ça demande un apprentissage, ça demande un achat, ça demande un investissement dans le temps que les femmes n'ont pas nécessairement selon leur situation sociale. Et ensuite, dans les postes de décision, ça tend à changer. En tout cas, en France, on a quand même de plus en plus de femmes dans les postes de décision, dans les postes à responsabilité et tout ça, mais je pense que c'est pas le cas partout. Ouais.
exactement le... Non, j'en ai pas besoin, apparemment. Peut-être pour le... Ouais. Ouais. C'est un peu la même chose, en fait, ce qui se passe dans le cinéma, mais un peu différemment. C'est qu'il y a certains corps de métier qui sont presque réservés aux femmes parce que ça demande des qualités quelque part féminines qui sont de l'ordre de l'organisation, de la communication. Voilà. Donc, et puis, dès qu'on arrive à la technique ou dès qu'il y a un peu des caisses à porter, donc électro, machinaux, etc., on n'en a pas du tout, c'est très rare. Et puis, même les formateurs, en fait, c'est souvent des hommes. Donc, du coup, les femmes ne se sentent pas prêtes à aller là-dedans parce qu'elles se disent j'ai pas la force ou j'ai pas peut-être la faculté mentale d'aller dans cette branche-là. Après, c'est vrai que c'est structurel parce que moi, je reviens toujours à une image qui me bloque, et ça commence à l'enfance. Quand on rentre dans un magasin de jouets et on voit les jouets d'un petit garçon et les jouets d'une petite fille, pour moi, c'est là qu'on doit commencer. Si on n'enlève pas ça, si on n'enlève pas la petite kitchenette pour la petite fille ou les petites poupées à la con, excusez-moi du terme, voilà, on apprend aux jeunes garçons à explorer, à jouer avec des outils, à utiliser ses mains, son cerveau. La petite fille, c'est la petite kitchenette, voilà, prépare à manger, poupée, donc prends soin d'eux. Donc si on n'enlève pas ça, tout le reste n'est qu'une résultante, n'est que des conséquences d'une société qui fonctionne à la base sur ça. Ouais. Je crois que c'est aussi culturel et structurel à la fois, parce que ça évolue de culture en culture. Je crois que la culture arabo-musulmane est différente aussi de la culture subsaharienne. Et c'est aussi, il y a le poids parfois de la religion, de la culture qui fait que, voilà, on associe des rôles et une charge à la femme qui est beaucoup plus importante, comme le schéma classique du mariage, avoir des enfants, après entretenir la famille, subvenir aux besoins. Et elle se trouve avec une double charge mentale, en fait. Être très performante au travail, être très performante à la maison, alors que, comme tu disais, Claire, c'est quand on demandait aux frères, est-ce que tu as aussi la même chose? Non. Je crois que le constat est un peu amer. Mais voilà, mais on s'engage et on a compris qu'il faut mener en fait ce combat et apporter des solutions et deux mesures. Alors chacune de nous, à travers justement son initiative, son projet, sa structure, on apporte en fait notre contribution. Alors parlez-nous des mesures que vous menez, chacune dans son secteur et dans sa structure. Oui, Claire. Claire, c'est clair. Donc, ce que nous, on peut faire, par exemple, à Minasa, mais je pense que déjà, ça doit commencer au sein de nos initiatives, le fait de laisser une place, de laisser la place qui est la leur, mais aux femmes, en fait, d'avoir aussi ces postes à responsabilité, ce qu'on disait la dernière fois, déjà commencer par ça. Nous, c'est le cas à Minasa. Il y a, là, en plus, de plus en plus, il y a moins de... Il y a même une fois, il n'y en avait plus qu'un. Il n'y avait plus qu'un homme, le reste. Mais du coup, voilà, on est plutôt une équipe féminine. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est à travers les programmes, on pense qu'il y a un besoin, comme il y a moins d'opportunités, il faut dédier des programmes justement aux femmes pour qu'elles puissent accéder à ces opportunités-là. Et donc là, on a lancé un programme récemment, donc Power, qui est dédié aux femmes dans les régions de Béja et du Kef.
Et l'objectif, c'est à la fois, avec plusieurs parcours, de leur permettre en fait de se développer elles-mêmes, donc d'avoir du développement personnel, mais aussi vraiment d'appréhender l'approche genre dans l'ensemble de leur formation, parce qu'au final, ça infuse partout ces injonctions. Et ensuite, on le fait à travers une montée en compétences entrepreneuriales, mais aussi une montée en compétences numériques, digitales, parce que les femmes, elles ont aussi moins accès, en fait, elles sont plus sensibles à cette fracture numérique. Donc c'est important. Après, c'est intéressant parce qu'en discutant, on se rend compte aussi qu'il y a des limites, qu'il faut faire attention. C'est que quelque part, par exemple, en voulant autonomiser les femmes, en leur donnant accès au numérique, il faut faire attention de ne pas les exclure pour autant. C'est-à-dire qu'elles ne se renferment pas encore plus dans un intérieur en faisant du télétravail. Et donc, c'était une discussion d'ailleurs avec Ismaël qu'on avait sur le fait qu'on se rend compte que ces femmes-là, avec le Covid, par exemple, elles se sont retrouvées à travailler de chez elles, à faire le télétravail, plus le travail domestique. Donc, en fait, on se rend compte qu'il faut faire attention parce que l'émancipation, même si on fait rêver avec le fait de se dire le digital peut tout permettre. Donc voilà, donc je pense que c'est toujours se questionner ça. Je pense qu'il y a aussi une déconstruction à grande échelle à faire. Déjà par soi-même, en fait, on est tellement infusé. Des fois, on a des réflexes. On se dit, mais pourquoi je fais ça, en fait super bizarre. Et donc, je pense que voilà, il y a cette déconstruction à faire. Et encore une fois, nous, ce qu'on essaie de faire là, dans ce programme-là, on a bien compris que l'approche genre se jouait pas, ce que je disais tout à l'heure, que autour des femmes qui sont accompagnées, mais aussi l'environnement. Donc voilà, on a discuté avec d'autres associations qui nous ont conseillé de faire des ateliers, par exemple avec les maris ou avec les membres de la famille en fait autour, qui peuvent des fois, sans le vouloir, en plus c'est pas intentionnel, mais bloquer le cheminement de ces femmes. Donc voilà, donc je pense que il y a plein de solutions, il n'y a pas de baguette magique, mais je pense qu'on essaye toutes de trouver à notre échelle des solutions. Au Maroc, ça se passe très différemment un peu d'ici. On est un peu, peut-être 20 ans, 30 ans, un peu en retard. Mais j'ai envie de dire quelque chose, en fait, pour retourner sur le problème structurel. Et c'est un problème mondial, quand même. Parce que la majorité des pays du monde, parlant de la charge de la maison, des enfants et tout ça, on donne le congé de maternité à la femme, mais pas à l'homme. On ne donne pas de congé paternité. Donc, automatiquement, les femmes se retrouvent avec leurs enfants. Elles sont obligées, elles n'ont pas le choix. Même si peut-être l'homme voudrait, par exemple, prendre un congé, il ne pourra pas, à moins qu'il démissionne ou qu'il prenne un congé sans solde, pour que justement sa femme ou sa compagne puisse aller faire sa vie de femme indépendante. Mais ce problème-là, il est principalement structurel, et ce programme structurel, il se répercute sur la culture. Par exemple, chez nous au Maroc, il y a beaucoup de lois qui n'avantagent pas en fait les femmes. Que dans leur application, les femmes, elles sont totalement exclues et totalement désavantagées. Et concrètement, c'est les hommes qui en bénéficient, alors que c'est une loi qui n'est pas axée sur le genre. Donc c'est une loi pour tous citoyens. Mais pourtant, cette structuration, elle fait que ces lois-là se répercutent en fait sur le quotidien, sur la vie de tous les jours de toute autre femme marocaine ou nord-africaine. Donc pour moi, dans ce domaine-là, qu'il faut déconstruire en fait, il faut tout déconstruire et donner en fait les mêmes avantages ou désavantages aux femmes et aux hommes. Au lieu de juste chercher comment on pourrait justement être indépendante et ne plus faire le travail de maison, il faut que quelqu'un le fasse encore. Et il faut que ce travail soit peut-être partagé, mais aussi pas d'une manière interne dans un couple, mais aussi que ce soit officiel et structurel d'en haut. Que justement, ces personnes-là, ils puissent avoir la liberté de faire le choix, en fait, et de ne pas être obligés. Ouais, sur les lois, on a aussi donné la possibilité au congé paternité, sauf que après, on se retrouve les hommes. Je crois pas qu'ils font vraiment le partage et le travail. Donc ça, c'est aussi une autre question très compliquée. Oui. Si je peux me permettre de te répondre par rapport à... En fait, je trouve que tu dis que vous avez en fait au Maroc des années de retard sur... en fait, moi je trouve qu'on a un problème en Tunisie. En fait, c'est cette image de toujours la femme tunisienne dans le monde arabe. Waouh, on a beaucoup de droits et je crois qu'on en est resté là. Vraiment, parce que nos droits n'avancent pas.
Et ça, c'est une réalité, en fait. On vit juste avec cette image, on sort à l'extérieur, on est là, oh, la femme tunisienne, elle est trop forte, elle a des acquis. Eh ben non, 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 pas tant que ça, en fait. Hein. On n'a toujours pas le droit à l'héritage, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de droits encore à avoir. Donc, finalement, on est dans la même situation. C'est pour ça que j'ai dit 20 ans et pas 100 ans. 20 ans, c'est beaucoup, déjà. C'est une petite génération. Oui, mais on dit aussi qu'il nous faut 100 ans pour arriver à l'égalité, en fait. 300. Yes. Oh, on est passé à 300. Oh. Alors, dans le monde de la tech, peut-être on dit que la tech est gender neutral. Est-il vrai? Donc, non, pas du tout. Moi, j'ai envie de dire que c'est fou. Nous, les femmes, sommes beaucoup plus timides que les hommes. We're like more insecure. Donc, on ne pense pas à notre travail, seulement à notre travail, mais à quoi on ressemble, comment il me trouve, comment elle me trouve. Donc, on est toujours assujetti au sujet à des critiques et des jugements, parce que l'on entend ça depuis toute petite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ma voix? D'accord. Donc, on est très timide et on est très facilement intimidé. Et donc, moi, j'ai voulu travailler sur ça, parce que je pitch énormément, je défends mon projet. Et je me dis non, mais j'ai pas que ça à faire. C'est pas mon look qui va intéresser les gens, c'est la prise de parole en public. Et je dois me concentrer sur ça. Quand on regarde Mark, par exemple, Mark Zuckerberg, il est très simple et on s'en fiche complètement. Donc, à partir de là, non, mais c'est fou, parce qu'après, ah oui, elle porte un tailleur, non, je dois porter des talons. Tu es toujours dans la comparaison et c'est fou, c'est dingue. Et moi, je dis qu'il faut travailler sur sa confiance en soi en tant que femme. Et cet endoctrinement, il faut quand même faire abstraction de tous les jugements des autres. Je prends des cours de théâtre afin de gagner en confiance. J'estime avoir beaucoup de chance de travailler avec Oudé, avec une équipe de femmes, parce que quand j'ai mes règles et que ça se passe pas très bien, franchement, là, je me tape des crises de... hein, et elle comprend très bien. J'ai un jour de off, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une chance, parce que cette entente nous permet éventuellement de mieux travailler. Parce qu'après, moi, j'y pense, je me dis, purée, elle me comprend, elle arrive à me comprendre. Il y a cette empathie, il y a cette intelligence émotionnelle qui, franchement, je suis désolée, avec tout le respect que je dois aux hommes, c'est pas pareil. Et donc, du coup, techniquement, on a une équipe composée de femmes. Je pense que je vais céder à la parole à Oudé pour en parler un peu plus. Ouais, parce que là... Fishbowl, allez. Je vous dis au revoir. D'accord. Donc, je suis Oudé Bekir, je suis la cofondatrice de Historia et l'ADG. Donc, je suis responsable du recrutement. Bon, je fais pas ça systématiquement pour plus de femmes, mais j'ai remarqué que pour travailler avec la tech, les femmes ont plus de patience et sont plus minutieuses dans leur travail que les développeurs masculins. Donc peut-être ça aussi c'est peut-être culturel pour qu'ils montrent ils ont de la valeur, donc elles travaillent plus, elles font plus attention aux détails. Et maintenant, notre équipe, elle est composée il y a un seul homme. Les autres sont tous des femmes et sont compétentes. Voilà. On parle toujours que voilà, la diversité aussi ramène de la richesse. Donc là, il faut aussi qu'on soit très vigilante et vigilant, que ce ne soit pas vers un genre bien déterminé, mais de travailler sur
la diversité en tant que richesse? Oui, bon, moi-même, Jihad me connaît, donc gender neutral. Je ne me vois pas plutôt femme ou homme, donc je suis humain, donc human. Donc c'était pas un choix donc pour le recrutement, c'est juste la compétence. Donc la compétence et aussi donc maintenant on va donc recruter d'autres gens, mais c'est toujours la compétence qui est mise en avant. Et pour nous, pour Historia, donc le projet pour la créativité, on a besoin de gens qui ont de nouvelles idées. Parce que travailler dans la réalité mixte, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on a besoin de gens qui think out of the box. Et c'est le critère pour le recrutement. Voilà. Et comment vous êtes reçu à l'international quand vous allez pitcher en dehors de la Tunisie? Est-ce que vous remarquez qu'il y a une différence entre les environnements? Oui, il y a une énorme différence. Par rapport à la Tunisie, oui. Donc le produit, notre produit, lorsqu'on pitch à l'international, on a plus d'impact, on le sent. Donc c'est le retour et même les feedbacks, c'est très 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 intéressant pour nous. En Tunisie, pour la culture, donc on est dans un secteur, comment dire, très sensible en Tunisie, donc c'est la culture, le tourisme. La plupart des gens ne connaissent pas l'histoire du pays, ne connaissent pas leurs racines. C'est pour ça même les polémiques qu'il y a eu en Tunisie, c'est à cause de ça. On ne connaît pas nos vraies racines. Donc à l'étranger, non. Donc à l'étranger, ils savent que le plus important, c'est la culture. Par la suite, donc l'histoire, la culture, par la suite, l'économie. Donc il faut connaître son pays, il faut se connaître, il faut connaître son histoire pour avancer. Est-ce que je peux... Oui. Enfin, j'avais une question depuis tout à l'heure pour vous, les gens de la tech. Moi, j'avais étudié du génie électrique informatique industriel. Et je me rappelle qu'on était 4 filles dans une promo de 60. Ça, c'était en France. On était 2 Marocaines et 2 Françaises. À la 2e année, j'ai eu un prof avec qui j'avais sympathisé et tout. Et il m'a parlé, il m'a dit, tu sais, dans la sélection, on t'a sélectionné parce que tu es très mignonne. Et là, je me fais un tic comme ça parce que quand je vois l'autre fille marocaine, elle subissait un traitement horrible de tous les profs et de tous les camarades. Et ils étaient très, très méchants avec elle, des remarques, alors qu'elle était brillante. C'était un génie en maths et en physique. Elle était normale, c'était une fille naturelle, elle faisait rien, elle était très concentrée dans ses études, elle n'avait pas le temps, quoi. Donc, oui, comme tous les autres garçons qui avaient des barbes comme ça, qui sentaient pas très bon. Donc, pourquoi elle, on va se concentrer sur elle et pas les autres? Du coup, ma question, en fait, est-ce que quand vous étiez en train d'étudier, c'est pas l'informatique, le développement et tout ça, combien de femmes, combien d'hommes il y avait dans les classes, combien de professeurs, femmes, hommes, etc. Je suis de la même formation que vous, donc automatique et informatique industrielle. Donc c'était on était une minorité, donc en bac technique on était 2 classes. Par la suite fac ça a été un peu mieux parce que les sections tout ce qui est générique, il y avait beaucoup de femmes même de sciences et d'autres secteurs. Mais on était, on dirait 30%. Donc je suis de l'ancienne formation, je suis
Donc ça, c'était bac 2000 et donc il y avait 30% de femmes dans les sections scientifiques, de technique et informatique Moi, industrielle. c'était 2008. Quand même. Mais en Tunisie, il y avait plus, ouais. Parce que, il y a quelques jours, avec Claire, on était sur un débat, et puis il y a une dame qui disait à quel point en fait on est important à l'échelle mondiale en fait du point de vue scientifique dans les études. La Tunisie, on est les deuxièmes classés au monde, et elle disait que finalement ces chiffres-là ne révèlent absolument rien parce que ces femmes-là après on les retrouve pas dans la profession. Donc est-ce que c'est la même chose de votre côté? Oui, donc le problème c'est on est le deuxième mondialement. Il y a plus de femmes dans STEM en Tunisie. Donc le classement, il est là. Mais par la suite, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas. Donc il y a pas beaucoup de femmes qui vont. Je vais changer. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont faire le pas, faire le saut vers l'entrepreneuriat et prendre des postes de décision. Voilà, c'est le problème. Donc même dans les sociétés, la plupart, ça reste des hommes qui ont donc les sociétés, donc ils recrutent d'autres hommes. Voilà, ça c'est une boucle. Donc je pense que, comme vous avez dit, il faut changer le rôle même depuis l'enfance. Donc moi-même, je voulais jouer avec les jouets des garçons. Donc j'avais la chance de ma famille. Voilà, ma famille me laissait choisir ce que je voulais. Donc ça, il faut aussi changer la façon de penser des gens. En fait, moi, je pense que les hommes sont très doués à fake it till they make it. C'est vrai, en fait. Ils prétendent, ils se vendent bien. Ils se vendent bien, et c'est à partir de là qu'ils vont prétendre tout savoir alors qu'ils ne savent rien. Parce qu'ils sont là pour apprendre. Ils vont se dire, allez, je m'en fous, je vais y aller. Et donc la femme, de par sa sensibilité, elle va être très honnête et sincère. Oui. Oui. C'est à l'envers, et sincèrement, moi je me sens pas du tout concernée parce que tu viens de dire. Et il y a rien, absolument rien dans les neurosciences, ni dans la composition du cerveau, ni dans la composition des hormones qui raconte ce que vous êtes en train de dire, en fait. Non, je dis c'est la généralité, parce que moi je suis pas comme ça. Il n'y a pas de généralité. C'est que en fait, les stéréotypes sont avancés par la masse pensante qui est masculine, bien évidemment, mais c'est que des stéréotypes. Il n'y a absolument rien de physique en nous qui dit qu'on est plus sensible que les hommes, ou que les hommes, avec leur masse de muscles, sont plus forts que nous. La preuve, on jibr. Exactement, ouais. Donc, il y a pas, il faut faire attention, parce que dans notre position de minorité, entre guillemets, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, le deuxième sexe, on est en train d'avancer on est en train de réagir quelque part de la même façon